Bonjour, mon nom est Micheline Bourque et si vous ne me connaissez pas, vous allez apprendre que je suis une amoureuse des livres. Je m'intéresse particulièrement aux livres qu'on appelle des livres de non-fiction. Moi, j'appelle ça la littérature d'affaires. Ce sont des livres qui vont intéresser des gens d'affaires, des professionnels, des entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est un moment très particulier, très privilégié pour moi. Je viens à la rencontre d'une personnalité très connue au Québec. Très connu et qui vient de publier. Donc, il est connu parce qu'il est le PDG de Canam, une très grande entreprise ici au Québec. Il est connu parce qu'il est le fondateur de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Mais moi, je suis là devant lui parce qu'il a fait ce que peu de gens font. Il a publié, c'est votre premier ouvrage? Publié, oui. Publié, hein? Premier ouvrage publié de M. Marc Duthil. M. Duthil, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, Mme Bourque. Êtes-vous fier de votre livre? Oui, mais je veux dire un oui modeste. OK. OK? Parce que je pense dans la vie, peu importe si... Il faut être fier du geste. Puis des fois, c'est un succès, des fois, c'est une déception, mais c'est le geste qui crée la fierté. Je suis fier qu'il y ait une succession de travaux, puis de recherches, puis d'efforts, puis on m'a dit non plusieurs fois. Fait que oui, je suis fier. Je suis bien fier. Parce que c'est tout un processus d'écriture. Ça vous a pris du temps. Vous en avez parlé brièvement dans votre ouvrage. Ça ne se fait pas du jour au lendemain ou c'est quelque chose qui mijotait depuis longtemps? Cet ouvrage-là, de la première ligne jusqu'à la publication, ça a pris 8 années. Mais dans les années qui ont précédé, j'essayais. Puis j'écris beaucoup. J'écris des petits articles pour la presse ou des journaux des affaires, le blog de l'école. C'est comme j'ai la voix de 500 mots. OK. Je n'étais pas capable de trouver la voix de 200 pages. Je comprends. Puis, à un moment donné, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic de à qui je parle, il y a eu un déclic de qui suis-je, il y a eu une clarté. Puis j'ai eu la chance des rencontres. Fait que j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidé, mais qui ont osé me dire, c'est pas très drôle, c'est pas très clair, c'est peut-être un peu long, peux-tu m'en dire plus ici? On va tout changer. Il y a des gens qui ont eu le courage de me dire, viens, bien, je t'accompagne, tu vas te fâcher après moi, mais c'est ça qu'il faut faire. D'accord. Donc, bravo. Et le livre en question, vous l'avez vu dans l'écran, ça s'appelle « Nos faux combats, réconcilier performance et bienveillance ». Et avant d'aller dans le détail de ça, on voulait bien réchauffer M. Duthil, puis on va lui passer un petit quiz. Donc, c'est le petit quiz du grand lecteur, grand leader. Donc, la première question, parce que je sais que vous êtes un grand lecteur depuis toujours, le meilleur moment et le meilleur endroit pour vous pour lire? Il y a 2 ans, je vous aurais dit en avion. OK. OK? Ah oui, je comprends. Canam, on a des bureaux en Inde, des bureaux en Roumanie. Je vais en Asie peut-être une fois par année. J'avais hâte au vol de 12 heures pour un petit repas, du temps tranquille. J'avais hâte à ça. C'était du temps parfait. Aujourd'hui, c'est 15 minutes avant de me coucher. C'est sur la galerie dehors un petit peu. J'écoute beaucoup de livres, okay. Dépendamment de la catégorie. Je comprends. Mais je me vole des 15 minutes. OK. Quotidien? Oui, pas mal. Assidu? Oui, depuis toujours? Oui. Depuis toujours. Oui. Quelles sont vos sources principales de recommandations? Parce que ça va intéresser beaucoup de gens. Qui vous réfère des livres ou où obtenez-vous vos suggestions? Premièrement, je ne lis pas beaucoup ce qu'on me donne. Ah, OK. OK? Écoute, j'ai reçu un livre sur Dites-le comme Obama, parce que c'était comment Obama est un excellent présentateur. Je ne l'ai pas ouvert encore. Ça doit faire 4-5 ans parce que je ne suis pas Obama. Je comprends. Je vais pas parler comme lui. OK? Je ne peux pas. Fait que 2 catégories d'inspiration. Le hasard. OK. Mais le hasard, à l'anglais, là, la serendipity, ou un hasard guidé, ou un peu comme par magie, je mets la main sur un livre dans une bibliothèque où je lis un article puis quelqu'un fait référence à quelque chose.
je suis assez rapide sur ce que le hasard met devant moi. Je comprends. Je finis tout ce que je commence. Ah, wow! Je le finis, mon livre, OK? L'autre chose, il y a des sujets qui m'intéressent. Ces temps-ci, les peuples autochtones, l'intelligence artificielle. Il y a des sujets où j'ai une passion, puis là, je me nourris. C'est ça ma prochaine question. Qu'est-ce qu'il y a sur votre table de chevet présentement? Donc, est-ce que ce sont les sujets que vous avez mentionnés sur les Premières Nations? Ou... Fait que présentement, j'ai fait 3 heures de voiture ce matin. J'écoute de la science-fiction. Ah oui, OK. J'ai pas tout lu en science-fiction, il y en a trop, mais j'adore la science-fiction. Je vais vous parler d'un auteur tantôt comme recommandation, mais il y a un auteur prix Nobel qui s'appelle Ivo Andrić, OK. qui vient de la Yougoslavie. Puis je suis en train de lire un 2e livre de lui. Ça, je suis en papier. Puis là, j'ai un livre qui est en train de me rendre fou, qui s'appelle L'âme libérée, qui est une façon de taire ma voix intérieure qui me rend fou des fois, parce que ma femme, elle veut que je sois plus zen. Ah bon, OK. Fait que, écoutez, je suis en science-fiction, je suis un auteur de la Yougoslavie, puis j'ai croissance personnelle. Excellent. Ben, regarde, on a des similitudes parce que moi, je suis le genre à avoir plusieurs livres en cours au même moment. Est-ce qu'il y a un auteur que vous auriez aimé avoir rencontré, mort ou vivant, une personne qui vous a marqué dans ce sens-là, par ses écrits? J'ai une réponse à votre question, mais il y a une chose, il y a un auteur qui s'appelle Neil Stephenson, qui écrit de la science-fiction que j'adore. Puis un jour, j'ai recherché son site web parce que j'aurais aimé un 5 minutes. Ah oui! Et sur son site web, il dit, « Je sais que vous avez aimé mon livre. Je sais que vous aimeriez me rencontrer, mais j'ai tout dit ce que j'avais à dire. » Ah, mon Dieu! Il dit, « Mon véhicule pour me connecter à vous, chers lecteurs, c'est mon livre. OK. Ne venez pas chercher à moi quelque chose d'autre, je ne l'ai pas. Je l'ai écrit. » Wow! Fait que je me suis rendu compte que certains auteurs pourraient parfois être une rencontre décevante parce que leur voix, elle n'est pas comme ça, leur voix. Non. OK? Un livre que je n'ai pas lu, que je vais essayer de mettre la main dessus, c'est, puis je m'excuse de mes mots, mais l'auteur, c'est Antan Kapesh, qui est une Amérindienne qui a écrit « Je suis une maudite sauvage ». Ah oui, oui, oui. Puis c'est un sujet d'actualité au Québec et au Canada. Puis j'aime aller écouter l'autre perspective. Absolument. J'aimerais entendre ça, puis elle, j'aimerais la rencontrer. Ah, OK. Parce que elle est décédée, mais c'est comme ça que la rencontre a lieu. C'est un peu le sujet de mon livre. La rencontre n'a pas lieu entre 2 emails. La rencontre elle a lieu avec du temps. Okay? Puis beaucoup de respect. J'aurais aimé rencontrer cette personne-là. Ah, bien merci de nous en faire part. Numérique ou papier? Papier ou audio. Audio. Jamais numérique. Je ne sais pas, mon œil est tout en train de partir. OK. C'est quoi le dernier livre que vous avez offert en cadeau? Parce que vous devez en donner, j'en suis certaine. Qu'est-ce que j'ai donné en cadeau? J'ai donné le pont sur la Drina à ma mère, de M. Andrić, Ivo Andrić. Après 6 chapitres, elle m'appelle, elle dit « Je te le redonne, je ne suis pas capable de lire ça. » Parce que ça explique toutes les tensions entre les Bosniaques, les Serbes, les siècles de violence. Ah, ouais. Mais pour comprendre ce qui se passe dans cette partie du monde-là, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ma mère, elle l'a fini. Elle a dit finalement, c'était pas si pire. OK. Je donne beaucoup de livres d'affaires à des collègues. Écoutez, il sort 100 livres par semaine Oui, exactement. en français. Exactement. Il y en a tellement. Bon. Alors maintenant, parlons du vôtre. Nos faux combats réconcilier performance et bienveillance. C'est un ouvrage qui a été publié cet hiver aux éditions de l'Homme, ici au Québec. Vous avez pris beaucoup de temps pour l'écrire, comme vous l'avez mentionné, mais moi, je peux vous dire, comme lectrice, que c'est un livre qui est très agréable à lire. J'ai vraiment apprécié. Vous avez vraiment l'art du storytelling. Vous avez bien choisi vos histoires pour nous apprendre vos leçons,
mais qui deviennent aussi nos leçons à quelque part. Vous parlez beaucoup, évidemment, de contraste, de polarité, de gauche, droite. Vous faites souvent allusion à ça. Et vous nous lancez vraiment un appel à voir le monde autrement et d'agir dans le monde autrement. Donc, c'est les messages que j'ai reçus. Donc, on voit dans votre livre que vous avez vraiment beaucoup travaillé au niveau de l'écriture. C'est extrêmement bien ficelé, ça se lit parfaitement bien, c'est bien cadré, le niveau de langue est excellent. Donc, bravo. Je ne vous connais pas évidemment, mais j'ai l'impression que ce livre-là vous ressemble beaucoup. Bien, j'ai eu beaucoup d'aide, hein. Puis je dois les nommer. J'ai rencontré une dame par hasard, on parle de hasard beaucoup, là, mais Monique Robillard vient me voir parce qu'elle veut peut-être faire une collaboration avec l'École d'entrepreneurship de Beauce. Bonjour, Madame Robillard, faites quoi dans la vie? J'enseigne la littérature. Ah, oui. Où? À l'École nationale du théâtre. Ah, oui. Vous êtes bonne en écriture? Oui. Bien, j'ai un secret à vous dire. Ça, c'est il y a environ 4 ans. Ah, OK. Fait que j'ai un secret à vous dire. J'ai un manuscrit, il est tout croche, je ne sais pas quoi faire avec ça. Puis elle a lu un chapitre ou deux. Elle m'a dit gentiment, bien, je sens une voix. J'accepte de t'accompagner. Good. Et Monique, elle a eu le courage de le couper de moitié. OK. Il y a des choses que vous n'avez pas lues. Non, mais c'est bien correct. Oui. OK? Puis, fait que finalement, elle dit, OK, elle dit ça, là, ça se présente. Puis j'ai présenté le manuscrit à 4-5 maisons d'édition. Non, 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 non. Mais j'ai compris à quel point c'est de l'ouvrage. Moi, je pensais, là, envoyez-nous ton fichier Word, on va changer 3 mots, puis on va trouver une couverture. Ça a pris 1 an d'édition avec une dame qui s'appelle Colette Lenz, qui est nommée dans le livre. Puis Colette, elle dit, OK, première ligne, deuxième ligne, troisième paragraphe, ficelage en 2 chapitres. Ça te dérange-tu si on change ça? Madame Lenz m'a énormément aidé. Ouais. OK? Mais on le voit, ce travail-là. Parce que c'est comme si on faisait ça en lisant votre livre. C'est vraiment comme si on partait en voyage. Et même si chaque chapitre a une valeur en soi, on sait qu'il est connecté au prochain, on sait qu'il est connecté au prochain. C'est vraiment extrêmement bien fait. Donc, pour ceux qui nous écoutent, de quoi ça parle? J'ai choisi de prendre une citation d'Isabelle Hudon. Puis vous me direz après si j'ai bien choisi pour expliquer de quoi votre livre parle. Donc, en parlant de M. Duthil, elle dit « En nous livrant sa vision et en nous faisant part de son engagement, nourri par ses expériences familiales, parce que ceux qui veulent en connaître sur Marc Duthil vont en connaître, vous parlez de votre père, votre mère, vos enfants, entrepreneurial, vous parlez de votre compagnie, citoyenne, éducative, communautaire, extrêmement important, très personnelle, voire intime, on apprend des choses sur vous. Entre autres via votre enfant Joseph, qui est né très différent. Donc, en vous nous livrant sa vision et en nous faisant part de son engagement nourri par ses expériences familiales, entrepreneuriales, citoyennes, éducatives, communautaires, très personnelles, voire intimes, mais sélectionnées pour leur portée universelle, il nous tend le miroir de nos faux combats. Ces contradictions apparentes qui imprègnent et parfois paralysent nos sociétés. Il le fait avec bienveillance, générosité, j'acquiesce, mais aussi avec une ambition bien placée, celle de contribuer, l'air de rien, à la meilleure marche du monde. Est-ce que j'ai fait un bon choix pour résumer votre livre? Bien, écoutez, quand j'ai lu le texte qu'Isabelle a proposé, j'étais... Wow! J'ai rien à changer. J'ai dit merci 1000 fois. Je comprends. Puis elle le dit en peu de mots. Elle le dit bien. Pourquoi l'avez-vous choisie? Elle nous a dit que c'était une de vos amies. Puis c'est une personnalité publique québécoise extrêmement connue, évidemment. C'est drôle, c'est spontané. Peut-être le contraste homme-femme. Ah! OK. Peut-être le contraste professionnel, famille en affaires. Peut-être le contraste grande ville, région. Il y a évidemment son rôle à Paris à l'époque, sa crédibilité, sa générosité. Vous parliez d'un podcast il y a quelques minutes. Isabelle était une des premières invitées parce qu'elle a accepté en 2 minutes. Puis les Français étaient tout surpris qu'une
l'ambassadrice dise oui. En fait, que l'ambassadrice réponde. Mais Isabelle, elle avait cette proximité-là, puis j'ai eu confiance. Oui. Puis, je suis puis très vous content. partagez cette même qualité humaine d'être disponible pour autrui. Donc, Isabelle, on l'aime. Puis, le podcast, en passant, je vous le mentionne, c'est excellent. C'est une merveilleuse entrevue avec Marc Dutil. C'est un podcast qui s'appelle « Fais-tu frette ». C'est un Français qui fait ça. C'est excellent. Alors, là, on va parler de votre livre plus en détail. Il y a 3 sections. On parle de collision, leçon et réconciliation. On va donner un avant-goût au lecteur. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est divisé en petits chapitres, ces 3 sections-là. Chaque petite histoire est racontée dans chaque chapitre. J'en ai choisi quelques-unes. Je pense qu'une des pas mal plus importantes, c'est parler de collision. Puis l'anecdote autour du choix du mot est aussi évocatrice. Elle est racontée dans le livre. Donc, maintenant, expliquez-nous, c'est quoi pour vous cet âge des collisions-là? Et pourquoi elle est si importante à reconnaître dans ce temps présent, actuellement? J'ai l'habitude de prendre une seconde pour réfléchir là, avant de répondre. Pas de problème. C'est la chaleur, c'est la vitesse, c'est la proximité. C'est l'effet de plusieurs variables sur l'être humain. L'être humain qui se rappelle des histoires du grand-père qui allait marcher en raquette dans le bois, tuer un chevreuil, puis passait l'hiver avec sa blonde et ses 12 enfants. Puis aujourd'hui, on vit dans une société de millions de personnes, tout va vite, ils rentrent 50 messages aux demi-heures. Puis on se demande pourquoi on sent cette pression-là, pression invisible, mais on la sent, OK? Puis l'âge des collisions, c'était collision de continents, collision de culture, collision de religion, collision de génération, collision de croyances. Puis je pense qu'il fallait le nommer, OK? Puis que la personne sente que sa frustration face aux voisins, à l'immigrant, au changement technologique, c'était juste l'air du temps. Être capable de dire, c'est pas à propos de moi, nous vivons tous ça. Exactement. C'est un peu ça la réflexion derrière l'idée des collisions. Okay. Et j'ai aussi senti que, parce que ça donne vraiment le ton, hein, parce que tantôt on parle de paradoxe, on parle de contraste, ça revient souvent. Puis collision, on a l'impression que c'est la collision, donc une espèce de crash destructeur, mais c'est pas ça dont vous parlez vraiment du fait qu'il y a des pôles et qu'il faut reconnaître ces pôles-là et non pas justement d'aller vers le crash, mais de reconnaître l'existence de ces pauses. C'est comme ça que moi, je l'ai compris, votre message, et je trouve que ça résonne dans tout le livre. L'autre expression, puis ça fait partie un peu c'est dans la description, je pense, à l'endos de votre livre, mais la fameuse définition des girouettes. Vous avez fait ça à différents moments dans le livre, pour ne pas dire partout. Vous prenez des mots, comme riche, par exemple, ou 1%, et vous nous donnez ce que vous en pensez, votre définition, qui est dans cette atmosphère de contraste, qui est dans cette atmosphère de paradoxe dans un sens. Donc là, on vient de vivre une élection fédérale. On associe beaucoup les girouettes au monde politique, hein, et on le voit de façon négative. Et vous nous dites, « Hey, wow, minute, peut-être que les girouettes, il faudrait peut-être les regarder autrement, peut-être même qu'on devrait les aimer parce qu'ils nous apportent quelque chose. » Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous parler pourquoi c'est important d'aimer les girouettes? Bien, on peut... La conversation commence par l'axe politique, OK? Puis je ne suis pas sûr que les gens sont capables de décomposer le mot, OK? Poly, ça veut dire multiple. Ça veut dire la réconciliation de plusieurs points de vue pour faire le prochain pas. OK? M. Trudeau, qui est réélu avec un gouvernement minoritaire, a reçu 32 des voix, approximativement. OK? Ça fait qu'il y a 67-68 du monde qui ne pense pas comme lui. Forcément, le prochain pas, c'est pas de ne servir que 32 de ses électeurs, c'est de regarder l'ensemble des choses puis de dire où dois-je m'ajuster. Fait que
le jour 1. Le jour 1, il n'y a rien de changé. Mais il est le premier ministre de 100 des Canadiens. M. Legault est le premier ministre de 100 des Québécois. M. Morin est le maire de 100 des gens de Saint-Georges. Mais forcément, nos gens qui ont une position de leadership doivent réconcilier les choses. Fait que ça, c'est la journée 1. Okay? La journée 2, il y a une pandémie. Il y a un changement de politique américaine. Il y a une évolution technologique, il y a une évolution médicale. Fait que la journée 2, ce que tu croyais qui était ta vision du monde est bouleversé. Il faut constamment que tu sois capable de remettre en question le regard d'autrui, puis le regard de cette rapide évolution-là. Fait que ça me fait de la peine quand on regarde quelqu'un qui revisite ses positions, puis on voit ça comme un signe de faiblesse. Oui. OK? Comme un coach de hockey qui fait ses trios pour le début de la saison, le match 1, le 13 octobre contre Toronto, puis au mois de novembre, il veut changer ses trios. Mais quel esprit faible! Pourquoi il change? Parce que la vie change. OK? Puis c'est ça que je voulais dire. Puis je trouve que les médias ont caricaturé les politiciens en disant, bien, ça, c'est un bloc de béton à gauche, ça, c'est un bloc de béton à droite, puis gare à celui qui va mettre un pied à l'extérieur de sa petite case. Mais j'aimerais être mené, j'aimerais être inspiré par des gens qui ont accès à l'ensemble des options, pas seulement une petite case. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est sûr que dans votre livre, vous avez pris l'axe politique, puis on sent que vous avez une appréciation du monde politique, que vous avez un respect, effectivement, pour les politiques qui vivent des vies absolument, souvent très ingrates. On sent ça dans votre livre, mais votre message est tout à fait pertinent pour le milieu des affaires aussi. Et on le sent dans les organisations, qu'il y a du mouvement, il y a du changement. Tout à l'heure, je faisais une entrevue avec un auteur qui a écrit sur le co-développement. Ce sont des nouvelles approches pour aller chercher l'intelligence collective. Donc, c'est tout à fait en lien avec votre message. Et je trouve que c'est important que les gens comprennent maintenant que girouette, en quelque part, c'est pas si mauvais que ça. Il faut s'adapter à l'arrivée des girouettes en masse. Absolument, absolument. Maintenant, les 2 derniers chapitres de votre livre, c'est vraiment, là, vous nommez de nouveau le titre « Le faux combat ». Hein? Le faux combat. Moi, je le vois, votre faux combat, comme mettons, le fait de ne pas regarder à la bonne place. Et là, vous parlez de l'écologie et de l'économie, et vous parlez aussi, le chapitre suivant, de réconciliation. Donc, parlons d'écologie et économie. Vous avez des points de vue là-dessus, vous nous invitez à revoir les choses autrement. Tu sais, vous donnez l'exemple à un moment donné, quand vous étiez jeune, vous alliez ramasser des canettes de bière ou des bouteilles de bière pour faire des sous. Ce n'était pas pour des fins écologiques, mais c'était des fins économiques. Donc, vous nous amenez dans une réflexion économique et j'aimerais ça vous entendre parce que je pense que c'est un point de vue très intéressant et très pertinent. Bien, c'est le sujet des prochaines générations. Je pense que c'est un incontournable. Mais je ne crois pas qu'on a à démoniser la machine économique pour transformer le monde. La machine économique, elle est un peu simpliste. Simpliste dans un sens péjoratif. Elle ne réfléchit pas, elle n'a pas d'âme et elle ne fait qu'additionner et soustraire. Si vous dites à la machine économique, l'eau dans les rivières vaut 0, l'air dans le ciel vaut 0, la qualité de vie vaut 0, le respect des aînés vaut 0, bien, la machine simpliste va additionner des zéros. Si, comme nous le faisons maintenant, on est capable de dire l'eau dans les rivières, l'air que nous respirons, la qualité de vie vaut quelque chose, puis par la fiscalité, par des tarifs, par toutes sortes de mécanismes, la machine économique, dans sa simplicité, écoutez, une des choses que je raconte, chez Can-Am, c'est très industriel. On achète de l'acier, on le transporte en camion, on le découpe, on le soude, on le peinture. Il y a beaucoup d'activités qui consomment de l'énergie. Okay? Mon but, ce n'est pas la consommation de matières premières, d'énergie, dépenser du fioul. Mon but, c'est de récompenser celui qui nous trouve une façon d'en faire moins. Puis l'économie, c'est encore le mot qui est au début de « économiser ».
OK? L'économie, ce n'est pas gaspiller, c'est comment puis-je faire plus avec moins. OK? Je ne suis pas naïf. Il y a des sociétés où il y a des entreprises où la culture du profit maximum et surtout sa version fatale qui est à court terme amène des décisions où on pollue, on gaspille, on brûle. Mais j'ai confiance que, puis je le vois, là, les actionnaires de Can-Am aujourd'hui nous posent des questions sur l'environnement, sur notre implication sociale, sur l'inclusivité, sur la gouvernance, sur le bon citoyen corporatif. On n'avait pas ça il y a 20 ans. Non, même pas. Forcément, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est ça qui me donne confiance et que le combat économie, écologie, c'est une illusion. Puis que malheureusement, on a un peu polarisé le débat, puis ça me ferait plaisir d'en parler, mais les Verts ne sont pas méchants, les grands industriels ne sont pas méchants. On est juste dans deux tables, puis on ne se rencontre jamais. C'est ça, c'est le besoin de la rencontre. C'est sûr que votre livre couvre bien des sujets là, qu'on n'a pas abordés aujourd'hui, dont votre amour pour la bourse, l'importance que vous donnez personnellement au niveau de l'implication communautaire. Ce sont des enjeux et ce sont des réalités pour vous auxquelles vous croyez. Vous pensez que la vraie richesse ne peut exister que s'il y a une richesse collective. Donc, il y a tout un élément aussi, je dirais politique dans ce sens-là, mais des messages sociaux et politiques dans ce sens-là. À la fin, dans le dernier chapitre, là, vous nous surprenez en parlant, parce qu'on découvre là, qui vous êtes, on découvre qui fait, comment dire, les gens qui accomplissent des choses, pourquoi ils le font, mais et vous nous ramenez sur l'amour. Alors, vous nous posez la question, et si les gens qui amènent des changements, les gens qui réalisent des grandes choses, si c'était fait par amour, cet amour altruiste, qui nous pousse à investir temps et énergie en ne cherchant comme dividende que la satisfaction d'avoir contribué au bien d'autrui. C'est un des grands messages de votre ouvrage. J'aimerais vous entendre aussi. Pourquoi? On sent chez vous, avec l'écriture, que vous avez été un peu... vous vous êtes retenu, mais vous l'avez sorti du sac et vous avez dit, moi, je vais le dire, c'est par amour. Bien, c'était plus facile à écrire qu'à dire. Qui est en deux temps, ce chapitre-là. Oui. Le début, c'est un constat que nous vivons dans une société relativement confortable. Oui. OK? Puis le confort, synonyme qualité de vie, synonyme 2 voitures et un chalet, synonyme une belle cave à vin, tout ça est en fait un ennemi si on pense que c'est ça réussir. Si on pense que la définition, la motivation, la destination, c'est plus de quelque chose. Okay? Puis, parfois, on regarde, puis moi, cette personne-là, c'est souvent mon père. Je parle beaucoup de mon père dans le livre, mais on regarde les grands qui ont réussi dans ce monde, okay? Artistique, politique, en affaires, puis on se dit, elle vient d'où leur motivation? Parce que forcément, plus de vin, plus de plaisir, plus d'argent, il y a une limite à ça. OK? Puis j'ai eu une rencontre avec une dame, puis... Racontez l'histoire parce qu'elle est bonne. Elle me demande, parce qu'on échange un peu sur nos frustrations, parce que moi, mon père, là, c'est un Brendan Gallagher. Là. Il va pas dans le coin pour te flatter, il va dans le coin pour t'enlever la poque. OK? Fait que mon père, c'est un intense. Puis la madame, elle m'a dit, ton père, t'as-tu déjà dit qu'il t'aimait? C'est déjà intime. Hein, bien, je comprends, là. Okay, là. Puis là, forcément, il y avait un lien de confiance. Puis j'ai dit, bien, c'est sûr, là. Mais elle dit, tu sais, j'ai dit, c'est pas la génération des gros câlins. Non. Je me rappelle avoir écrit ça. Oui, vous l'avez écrit. Puis là, elle dit, tu sais, Marc, elle dit, cette génération-là, OK, cette personnalité-là, cette force-là, ils ont un mécanisme naturel de sortir les émotions négatives. Puis les émotions positives, c'est comme si cette génération-là n'avait pas le vocabulaire,
les mécanismes ou les mots pour les sortir. Mais elle dit, tu sais, c'est par amour que ces gens-là, fait que forcément ton père, mais ces gens-là, c'est par amour qu'ils construisent tout autour d'eux. OK? C'est la seule explication possible. Fait que quand tu regardes quelqu'un qui redonne à sa communauté, qui accompagne sa famille, qui soutient une entreprise pendant des périodes difficiles, qui accepte de prendre un contrat à perte pour que les gens travaillent, qui investit, les grands de ce monde, si réussir, c'était pêcher puis prendre une bière sur son perron, il aurait arrêté à 35 ans. Je comprends. Fait que l'énergie de continuer, elle vient d'où? Puis ce que je raconte, c'est que nos arrière-grands-parents qui ont traversé, puis nos grands-parents qui ont structuré, puis nos parents qui ont contribué, leur vision de nous aujourd'hui, c'est pas se bercer sur la galerie. C'est nous-mêmes continuer à travailler. Okay? Même si le confort nous entoure beaucoup Absolument. plus aujourd'hui. Et de le faire par amour et par altruisme aussi, parce qu'il y a quand même dans votre livre un message, un appel à donner à l'autre, à donner à sa communauté, à être présent. Oui, puis il y a une trappe, une trappe dans laquelle j'essaie de ne pas tomber, là, mais pas donner en attendant, pas donner pour performer, pas donner pour les lumières. Il faut donner même si ce n'était pas. Parce que si ça c'est un paraît geste bien. invisible. C'est ça, parce que ça paraît bien. Ne pas donner parce que ça paraît bien, mais de le faire parce que c'est vrai. Mm. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voudrait ajouter au sujet de votre ouvrage que je n'ai pas mentionné? C'est sûr que j'aurais passé la soirée avec vous, là, mais ce n'est pas le but, c'est de donner le goût aux gens de lire votre ouvrage qui, à mon avis, est très pertinent. Ce qui est dur, ce qui était difficile pour moi, je me sens comme un transgenre. Ah oui? Non, pour de vrai, là. OK? Un homme d'affaires, l'entreprise va bien. OK? Puis c'est important pour moi, je n'aurais pas sorti ça dans une période où l'entreprise ne va pas bien. Je comprends. Mais il y a comme une... attends un peu, là. Tu n'es pas censé tout donner à l'entreprise, toi? Tu as pris le temps où de faire ça? Puis le monde littéraire reçoit, je pense, une contribution de quelqu'un en affaires en disant, bon, ben une autre biographie auto-reconnaissante. OK? Ça fait que j'ai l'impression que les deux mondes qui se croisent par ce livre-là me regardent avec un drôle de regard. C'est ça que je pense. Non, moi, je ne vous regarde pas avec un drôle de regard. Je vous regarde avec beaucoup d'admiration pour votre courage, justement. Puis quand je vous ai posé la question, êtes-vous fier? Puis est-ce que ce livre-là vous ressemble? Je ne vous connais pas, mais moi, je veux connaître l'homme qui a écrit cet ouvrage parce qu'on y apprend de nombreuses leçons. Donc, évidemment, tous les grands libraires vont vous rendre disponible cet ouvrage. Les faux combats, marque d'utile, réconcilier performance et bienveillance. Puis là, on va terminer l'entretien parce que donner, c'est recevoir, recevoir, c'est donner. Donc, j'ai décidé que j'allais me demander un petit cadeau de M. Dutil en nous donnant certaines de ses recommandations de lecture, des livres qui ont été marquants pour lui. Il n'a pas été capable d'en choisir un, donc prenez le plaisir avec moi d'écouter sa suggestion de lecture. Je viens de finir une biographie de Winston Churchill. C'est un classique, mais qui s'appelle Walking with Destiny, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est Winston Churchill à 3 ans, quand ses parents l'envoient au pensionnat, puis envoient mon homme, OK? Fait que ça me faisait penser à mon père. Ah, OK, je comprends. OK? J'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Il y a une dame en politique au Québec qui m'a recommandé Les identités meurtrières. Ah, OK. OK, de Amin Malouf. Oui. C'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé ça. Un auteur très reconnu. Je viens de finir Coucoum de Michel Jean, Chouni, Naomi Fontaine, Les Inuits et le territoire de Jean-Paul Lacasse, Alice Nord de Marc Séguin. Je m'intéresse au sujet. Puis, je crois que s'intéresser à un sujet, c'est pas juste cliquer « I like » sur Facebook. Non. C'est mettre le temps. OK? Fait que j'essaie de mettre du temps pour comprendre les choses qui m'intéressent. Un jour, j'étais à Sainte-Anne-des-Monts, je rentre au musée de la mer, il y a une petite bibliothèque en arrière, j'achète 2 livres, puis je vais voir Mme Monique Robillard. Je dis, Monique, as-tu déjà lu ça, toi, Menot, maître draveur? Je trouve ça bon. Elle me dit, mais tu me prends pour une folle. Bien, pourquoi? Bien,
tout le monde a lu. Ben oui, à l'école. Mais moi j'ai découvert, dans ma marche au hasard, j'ai découvert Menot, que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé ça. Falling Upward. Il est traduit en français de Richard Rohr. Falling Upward, je le recommande aux gens qui vivent des difficultés dans leur vie. Puis vous comprenez les deux mots, falling upward, parce que quand moi j'ai vécu des difficultés professionnelles, il y a une personne qui m'a dit, tiens, lis donc ça. Ah oui? Et cette fois-là, j'ai suivi la recommandation, puis il m'a fait beaucoup de bien, ce livre-là. OK, Falling Fait Upward. Falling Upward de Richard Rohr, que j'ai beaucoup aimé. Et pour les gens en affaires, parce que c'est une chronique de livres d'affaires, un titre qui va vous surprendre, mais The Giant Hairball. The Giant Hairball de Gordon MacKenzie, qui est un livre extraordinaire. Okay. C'est-il musicien, ça? Non, c'est un gars qui était l'entrepreneur interne chez Starbucks. Il était Puis il a travaillé aussi chez Hallmark. Puis il a écrit un livre sur comment garder son identité personnelle dans de grandes organisations. Ah, OK, super. Bien, merci beaucoup. C'est des excellents, surtout les deux derniers, là, très, très intéressants pour le public qu'on vise. Donc, moi, je n'ai qu'à vous remercier, souhaiter un bon succès à votre ouvrage. J'ai l'impression que vous allez en faire d'autres, des livres. J'ai l'impression que la plume a été lâchée lousse, comme on dit. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel chez vous et qu'on n'a pas encore entendu tous les messages que vous avez à nous transmettre. Donc, bravo, félicitations, puis je vous souhaite vraiment un merveilleux parcours d'écrivain. Merci, Mme Bourque. Ça fait plaisir. 1, 2, 3. Est-ce que c'était correct pour vous? Ben oui. C'est super.